la réputation d'un système de philosophie peut être détruite, que celle d'un poème ne saurait l'être. Il ne s'ensuit pas de ce qu'on a dégradé la physique de l'école et le système de Ptolémée qu'on puisse dégrader l'Iliade d'Homère et l'Énéide de Virgile. Les opinions dont l'étendue et la durée sont fondées sur le sentiment propre et pour ainsi dire sur l'expérience intérieure de ceux qui les ont adoptées dans tous les temps ne sont pas sujettes à être détruites, comme ces opinions de philosophie dont l'étendue et la durée viennent de la facilité que les hommes ont eue à les recevoir sur la foi d'autres hommes, et qui n'ont pas épousé que par confiance aux lumières d'autrui. Qu'ils n'ont pas épousé. Comme les premiers auteurs d'une opinion de philosophie ont pu se tromper, ils ont pu successivement abuser de génération en génération tous leurs sectateurs. Il peut donc arriver que les neveux rejettent enfin comme une erreur des dogmes philosophiques que leurs ancêtres auront regardé longtemps comme la vérité, et qu'eux-mêmes ils avaient cru telle sur la parole de leur maître. Les hommes dont la curiosité s'étend bien plus loin que les lumières veulent toujours savoir à quoi s'en tenir sur la cause de plusieurs effets naturels, et cependant ils ne sont point capables la plupart d'examiner ni de connaître par eux-mêmes la vérité dans ces matières en supposant même que cette vérité se rencontrera à portée de leur vue. D'un autre côté, il se trouve toujours parmi eux des raisonneurs, assez vains pour croire qu'ils ont découvert ces vérités physiques et d'autres assez fous pour assurer qu'ils en ont une connaissance distincte par principe, quoiqu'ils sachent même que leurs lumières ne sont que des ténèbres. Les uns et les autres s'érigent en hommes capables d'enseigner. Qu'arrive-t-il ? Les curieux reçoivent comme une vérité ce que les personnes en faveur desquelles ils sont prévenus, par des motifs différents, leur enseignent comme la vérité sans connaître et même sans examiner le mérite et la solidité des preuves dont elles appuient leur dogme philosophique. Les disciples sont persuadés que ces personnes connaissent la vérité mieux que les autres et qu'elles ne veulent pas les tromper. Les premiers sectateurs en font d'autres qui sont ensuite des disciples qui croient souvent être fermement convaincus d'une vérité dont ils n'ont pas compris une seule preuve. C'est ainsi qu'une infinité de fausses opinions sur les influences des astres, sur le flux et reflux de la mer, sur le présage des comètes, sur les causes des maladies, sur l'organisation du corps humain et sur plusieurs autres questions de physique se sont établies. C'est ainsi que le système de physique, qui s'enseignait dans les écoles sous le titre de la physique d'Aristote, était devenu le système généralement reçu. Le grand nombre de ceux qui ont suivi et défendu une opinion sur la physique établie, par voie d'autorité ou de confiance aux lumières d'autrui, ni le nombre des siècles durant lesquels cette opinion a régné, ne prouvent donc rien en sa faveur. Ceux qui l'ont adoptée l'ont reçue sans l'examiner, ou si l'ont examiné, leurs efforts n'auront peut-être pas été aussi heureux que pourront l'être un jour les efforts de ceux qui feront le même examen dans la suite et qui profiteront des nouvelles découvertes et même des fautes des premiers. Il s'ensuit donc que dans les questions de physique et des autres sciences naturelles, les neveux font bien de ne pas s'en tenir aux sentiments de leurs ancêtres. Ainsi, un homme sage peut être bien se soulager contre des principes de chimie, de botanique, de physique, de médecine et d'astronomie, qui durant plusieurs siècles auront été regardés comme des vérités incontestables. Il lui est permis, surtout lorsqu'il peut alléguer quelque expérience favorable à son sentiment, de combattre ces principes avec aussi peu de pudeur que s'il attaquait un système de 4 jours, un de ces systèmes qui ne sont encore crus que par leur auteur et par les amis de cet auteur qui même cessent de le croire dès le moment qu'ils sont brouillés avec lui. Un homme ne saurait établir si bien une opinion par voie de raisonnement et de conjecture qu'un autre homme plus pénétrant ou plus heureux ne puisse la renverser. Voilà pourquoi la prévention du genre humain en faveur d'un système de philosophie ne prouve pas même qu'ils doivent continuer d'avoir cours durant les 30 années suivantes. Les hommes peuvent être désabusés par la vérité, comme ils peuvent passer d'une ancienne erreur dans une nouvelle erreur plus capable de les décevoir que la première. Rien ne serait donc plus déraisonnable que de s'appuyer du suffrage des siècles et des nations pour prouver la solidité d'un système de philosophie et pour soutenir que la vogue où il est durera toujours, mais il est censé de s'appuyer du suffrage des siècles et des nations pour prouver l'excellence d'un poète et pour soutenir qu'il sera toujours admiré.
Un système faux peut, comme je viens de l'exposer, surprendre le monde. Il peut avoir cours durant plusieurs siècles. Il n'en est pas ainsi d'un mauvais poème. La réputation d'un poème s'établit par le plaisir qu'il fait à tous ceux qui le lisent. Elle s'établit par voie de sentiment. Ainsi comme l'opinion que ce poème est un ouvrage excellent ne saurait prendre racine ni s'étendre qu'à l'aide de la conviction intérieure et émaner de la propre expérience de ceux qui la reçoivent. On peut alléguer le temps qu'elle a duré pour une preuve qui montre que cette opinion est établie sur la vérité même. On est même bien fondé à soutenir que les générations à venir seront touchées en lisant un poème qui a touché toutes les générations passées qui ont pu le lire en sa propre langue. Il n'entre qu'une supposition dans ce raisonnement, c'est que les hommes de tous les temps et de tous les pays sont semblables par le cœur. Les hommes ne sont donc pas autant exposés à être dupés en matière de poésie qu'en matière de philosophie, et une tragédie ne saurait, comme un système, faire fortune sans un mérite véritable. Aussi voyons-nous que les hommes, qui ne s'accordent pas sur les choses dont la vérité s'examine par voie de raisonnement, sont d'accord sur les choses qui se jugent par voie de sentiment. Personne ne réclame contre ces sortes de décisions que la transfiguration de Raphaël est un tableau merveilleux et que Polyeucte est une tragédie excellente. Mais des philosophes s'opposent tous les jours aux philosophes qui soutiennent que la recherche de la vérité est un ouvrage qui enseigne la vérité. Si tous les philosophes rendent justice au mérite personnel de Descartes, ils sont en récompense partagés sur la bonté de son système de philosophie. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, c'est souvent sur la foi d'autrui que les hommes adoptent le système qu'il enseigne ensuite, et la voix publique, qui s'explique en sa faveur, n'est ainsi composée que d'échos, répétant ce qu'ils ont entendu. Le petit nombre qui dit son sentiment propre ne dit encore que ce qu'il a pu voir à travers ses préjugés, dont le pouvoir est aussi grand contre la raison qu'il est faible contre les sens. Ceux qui parlent d'un poème disent ce qu'ils ont eux-mêmes senti en le lisant. Chacun porte un suffrage qu'il a formé sur sa propre expérience. Il a formé ce qu'il a senti en lisant, et l'on ne s'abuse point sur les vérités qui tombent sous le sentiment comme on se trompe sur les vérités où l'on ne saurait parvenir que par voie du raisonnement. Non seulement nous ne nous égarerons pas en décidant des choses dont on peut juger par sentiment, mais il n'est pas encore possible que les autres nous fassent égarer dans ces matières. Le sentiment se soulève contre celui qui voudrait nous faire croire qu'un poème que nous avons trouvé insipide nous aurait intéressés, mais le sentiment ne dit mot, pour user de cette expression, contre celui qui nous donne un mauvais raisonnement de métaphysique. Pour bon, ce n'est que par effort d'esprit et par des réflexions dont les uns sont incapables par défaut de lumière et les autres par paresse, que nous en pouvons connaître la fausseté et en démêler l'erreur. Nous savons, sans méditer, nous sentons le contraire de tout ce que nie celui qui veut que nous persuader qu'un ouvrage qui nous plaît infiniment choque toutes les règles établies pour rendre un ouvrage capable de plaire. Si nous sommes point assez instruits pour répondre à ces raisonnements, du moins une répugnance intérieure nous empêche d'y ajouter aucune foi. Les hommes naissent convaincus que tout argument qui tend à leur persuader par voie de raisonnement le contraire de ce qu'ils sentent ne saurait être qu'un sophisme. Aussi, ainsi le poème qui a plu à tous les siècles et à tous les peuples passés est réellement digne de plaire, nonobstant les défauts qu'on y peut remarquer, et par conséquent il doit plaire toujours à ceux qui l'entendront dans sa langue. La prévention, répliquera-t-on, est presque aussi capable de nous séduire en faveur d'un ouvrage en vers qu'en faveur d'un système. Par exemple, quand nous voyons ceux qui nous élèvent, ceux qui nous instruisent durant l'enfance à admirer l'Énéide, leur admiration laisse en nous un préjugé qui nous la fait trouver encore meilleure qu'elle ne l'est réellement. Ils nous engagent par le crédit qu'ils ont sur nous à penser comme eux. Leurs sentiments deviennent les nôtres, et c'est à de pareils préjugés que Virgile et les auteurs qu'on nomme communément classiques doivent la plus grande partie de leur réputation. Les critiques peuvent donc donner atteinte à cette réputation en sapant le fondement des préjugés, qui nous exagèrent le mérite de l'Énéide de Virgile et qui nous font paraître ces églogues si supérieurs à d'autres qui, dans la vérité, ne leur cèdent de guerre. On appuiera ce raisonnement d'une dissertation méthodique sur la force des préjugés dont les hommes sont imbus durant l'enfance. C'est un lieu commun très connu de tout le monde.
Je réponds que des préjugés tels que ceux dont il est question ne subsisteraient pas longtemps dans l'esprit de ceux qui en auraient été imbus, si ces préjugés n'étaient pas fondés sur la vérité. La propre expérience, le propre sentiment de ces personnes les en aurait bientôt désabusés. Supposez que durant l'enfance et dans un temps où nous ne connaissions pas encore les autres poèmes, on nous eût inspiré pour l'Énéide une vénération qu'elle ne mérite à point. Nous sortirions de ce préjugé dès que nous viendrions à lire les autres poèmes et à les comparer avec l'Énéide. En vain nous aurait-on répété 100 et 100 fois durant l'enfance que l'Énéide charme tous ses lecteurs. Nous le croirions plus si elle ne nous plaisait que médiocrement, quand nous serions devenus capables de l'entendre sans secours. C'est ainsi que tous les disciples d'un professeur de l'université qui aurait enseigné que les déclamations que nous avons sous le nom de Quintilien valent mieux que les oraisons de Cicéron secouraient ce préjugé dès qu'ils seraient capables d'entendre ces deux ouvrages. Les fausses opinions de philosophie que nous avons remportées du collège peuvent subsister toujours parce qu'il n'y a qu'une méditation que nous ne sommes pas souvent capables de faire qui nous en peut désabuser. Mais il suffirait de lire les poètes dont on nous aurait exagéré le mérite pour nous défaire de notre préjugé, à moins que nous ne fussions fanatiques. Or, non seulement nous admirons autant l'Énéide quand nous sommes des hommes faits que nous l'admirions durant l'enfance, et quand l'autorité de ceux qui nous enseignaient pouvait en imposer à une raison qui n'était pas encore formée, mais notre admiration pour ce poète va en augmentant à mesure que notre goût se perfectionne et que nos lumières s'étendent. D'ailleurs, il est facile de prouver historiquement et par les faits que Virgile et les autres poètes excellents de l'Antiquité ne doivent point au collège ni aux préjugés leurs premiers admirateurs. Cette opinion ne peut être avancée que par un homme qui ne veut point porter ses vues hors de son temps et hors de son pays. Les premiers admirateurs de Virgile furent ses compatriotes et ses contemporains. C'étaient des femmes, c'étaient des gens du monde, moins lettrés peut-être que ceux qui bâtissent à leur mode l'histoire de la réputation des grands poètes, au lieu de la chercher dans les écrits qui en parlent. Quand l'Énéide parut, elle était plutôt un livre de ruelles. Il est encore permis d'user de cette expression qu'un livre de collège. La langue dans laquelle l'Énéide était écrite était la langue vivante. Les femmes comme les hommes, les ignorants comme les savants, lurent ce poème, et ils en jugèrent par l'impression qu'il faisait sur eux. Le nom de Virgile n'imposait point alors, et son livre était exposé à tous les affronts qu'un livre nouveau peut essuyer. Enfin, les contemporains de Virgile jugèrent de l'Énéide, comme nos pères ont jugé des satires de Despréaux et des fables de La Fontaine, dans la nouveauté de ses ouvrages. Ainsi ce fut l'impression que l'Énéide faisait sur tout le monde. Ce furent les larmes que les femmes versèrent à sa lecture qui la firent approuver comme un poème excellent. Cette approbation s'était déjà changée en admiration dès le temps de Quintilien, qui écrivait environ 90 ans après Virgile. Juvénal, contemporain de Quintilien, nous apprend que de son temps on faisait déjà lire aux enfants dans les écoles Horace et Virgile. Et est-ce que ce ne sera pas en pure perte que tu auras respiré l'odeur d'autant de lumignon que tu avais devant toi d'enfants, avec leur Horace décoloré et leur Virgile tout noir de suie? Cette admiration a toujours été en augmentant. 500 ans après Virgile, et dans un siècle où le latin était encore la langue vivante, on parlait de ce poète avec autant de vénération que les personnes les plus prévenues de son mérite en peuvent parler aujourd'hui. Les instituts de Justinien, le plus respecté des livres profanes, nous apprennent que les Romains entendaient parler de Virgile toutes les fois qu'ils disaient le poète absolument, et par excellence, comme les Grecs entendaient parler d'Homère toutes les fois qu'ils usaient de la même expression. Quand nous citons un poète et que nous ne disons pas son nom, il est sous-entendu chez les Grecs, et c'est l'illustre Homère et chez nous Virgile. Virgile ne doit donc pas sa réputation aux traducteurs ni aux commentateurs. Il était admiré avant que d'avoir eu besoin d'être traduit, et c'est aussi au succès de ses vers qu'il doit ses premiers commentateurs. Quand Macrobe et Servius le commentèrent ou l'expliquèrent dans le IVe siècle suivant l'opinion la plus probable, ils ne pouvaient guère lui donner de plus grands éloges que ceux qu'il recevait du public. Ces éloges auraient été démentis par tout le monde,
puisque le latin était encore la langue vivante de ceux pour qui Servius et Macrobe écrivaient. On peut dire la même chose de Statius, d'Asconius Pedianus, de Donat, d'Acron et des autres commentateurs anciens qui ont publié leurs commentaires quand on parlait encore la langue de l'auteur grec ou latin, l'objet de leur veille. Enfin, tous les peuples nouveaux qui se sont formés en Europe, après la destruction de l'Empire romain par les barbares, ont pris leur estime pour Virgile de la même manière que les contemporains de ce poète l'avaient prise. Ces peuples si différents les uns des autres par la langue, par la religion et par les mœurs, se sont réunis dans le sentiment de vénération pour Virgile dès qu'ils ont commencé à se polir, dès qu'ils ont été capables de l'entendre. Ils n'ont pas trouvé l'Énéide un poème excellent parce qu'on leur avait dit au collège qu'il le fallait admirer. Ils n'en avaient pas encore, mais parce qu'ils ont trouvé ce poème excellent dans la lecture, ils ont tous été d'avis de faire de son étude une partie de l'éducation savante de leurs enfants. Dès que les peuples septentrionaux ont eu des établissements sur le territoire de l'Empire romain, dès qu'ils ont su le latin, ils ont pris pour Virgile le même goût que les compatriotes de cet aimable poète avaient toujours eu pour lui. Je me contenterai d'en alléguer un exemple. Théodoric, premier roi des Visigoths, établi dans les Gaules et contemporain de l'empereur Valentinien III, avait voulu que son fils Théodoric II s'appliquât à l'étude de Virgile. Ce dernier Théodoric dit en parlant du célèbre Avitus, qui fut proclamé empereur l'année 455 de l'ère chrétienne et qui le pressait de s'accommoder avec les Romains, « Je vous ai trop d'obligations pour vous, rien refuser. Vous avez instruit ma jeunesse, n'est-ce pas vous qui m'avez expliqué Virgile, quand mon père voulut que je m'appliquasse à l'étude de ce poète. Et mon père exigea que tout petit j'apprisse les antiques poèmes de Virgile, bien propres à atténuer la rudesse scythique du bon élève que je fus. Sidonius, qui raconte ce fait, était le gendre d'Avitus. Il en est de même des autres poètes célèbres de l'Antiquité. Ils ont composé dans la langue vulgaire de leur pays, et leurs premiers approbateurs ont donné un suffrage qui n'était pas sujet à erreur. Depuis l'établissement des nouveaux peuples qui habitent aujourd'hui l'Europe, aucune nation n'a préféré aux ouvrages de ces poètes anciens les poèmes composés en sa propre langue. Toutes les personnes qui entendent les poésies des anciens tombent d'accord dans le nord comme dans le midi de l'Europe, dans les pays catholiques comme dans les protestants, qu'ils en sont plus touchés et plus épris que des poésies composées dans leur langue naturelle. Supposera-t-on que les savants de tous les siècles ont formé le bizarre complot de sacrifier la gloire de leurs concitoyens, qu'ils ne connaissaient pour la plupart que par les livres, à la gloire des auteurs grecs et romains qui n'étaient plus en état de leur savoir gré de cette prévarication. Les personnes dont je parle ne sauraient s'être trompées de bonne foi puisque c'était de leurs propres sentiments qu'elles rendaient compte. Le nombre de ceux qui ont parlé autrement est si petit qu'il ne mérite pas d'exception. Or, s'il peut y avoir quelques questions sur le mérite et sur l'excellence d'un poème, elle doit être décidée par l'impression qu'il a faite sur tous les hommes qui l'ont lu durant 20 siècles.